Bien, chers amis, chères républicaines, chers républicains, nous sommes ici parce que nous aimons la France. Et nous sommes ici aussi parce que nous aimons la République et nous aimons la démocratie. Nous sommes ici parce que nous aimons la concorde plutôt que la discorde, nous aimons le débat plutôt que le combat. Quand certains, avec de très solides arguments, parlent de chaos possible, parlent même parfois de guerre civile imaginable, nous voulons lutter contre toute fatalité. Quand la marche du monde semble s'être renversée au profit des autoritarismes, nous affirmons que les forces de liberté seront plus fortes. Pour cela, il faut une vision et il faut une méthode. Et il faut que les deux soient cohérentes entre elles. Nous voulons un idéal de société pour toute notre République, sur tout son territoire, pour tous nos compatriotes au XXIe siècle. C'est pour cela que nous sommes réunis ici, à Autun. C'est pour cela que nous sommes ici pendant 3 jours. Nous avons voulu donner le sens et l'image de ce que la politique devrait toujours être, le travail, les arguments, et surtout la volonté de débattre pour partager une vision de la France et pour aller vers des projets concrets. Nous voulons aussi un message pour la jeunesse, et je salue tous les jeunes du Laboratoire de la République si bien mobilisés au cours de toutes ces journées. Nous devons leur donner foi en l'avenir par une vision partagée avec eux, élaborée par eux. C'est un des enjeux du Laboratoire de la République, comme vous le savez. Alors on me demande parfois pourquoi Autun ? De quoi Autun est le symbole ? Bien, je réponds que Autun est le symbole de l'histoire et de la géographie de la France. Ici, les armées gauloises et romaines ont croisé le fer. Et puis ensuite, elles ont semé ensemble les ferments de la civilisation. Ici, la civilisation gallo-romaine s'est épanouie, bien vite fécondée par un christianisme venu de Judée. Ici, les valeurs de fraternité se sont affirmées avec les siècles. Ici, comme partout en France, une nation s'est construite progressivement. Et l'originalité de cette nation, soyons-en toujours conscients, c'est qu'elle a d'abord été une idée venue à la rencontre d'une réalité. Fernand Braudel l'a si bien dit dans l'identité de la France. César avait déjà entrevu ce que pouvait être cette grande nation. Et les rois de France l'ont progressivement bâtie. Et la République, si on ose dire, a couronné cette vision. Cette œuvre de construction, elle débouche sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité comme raison d'être. C'est notre contrat social et c'est d'abord cela que veut dire être républicain. Autun, c'est donc le symbole d'une histoire, avec la beauté qui en résulte. C'est aussi le symbole d'une géographie. Nous sommes au départ un peuple de paysans qui a durement travaillé au cours des siècles pour nourrir, pour transmettre, mais aussi pour façonner les paysages que nous connaissons. Ce peuple de France a façonné un paysage de forêts, de champs, au milieu desquels des villages et des villes, comme celle-ci, des villes magnifiques, indiquent les progrès de la civilisation. Et ce que notre urbanisme et notre architecture disent de notre époque dit quelque chose de nous. Cette géographie et cette histoire sont profondément bouleversées aujourd'hui. Et c'est le cœur de la crise dans laquelle nous sommes. Au cœur du décalage que nous avons vu, notamment ce matin, entre une adhésion profonde en réalité des citoyens français à la République et une déception non moins grande au quotidien quant à la mise en œuvre de ces valeurs et de ces principes. C'est pourquoi, à la lumière de tous les débats que nous avons eus, à la lumière de tous les travaux menés aussi depuis des mois maintenant et même des années au sein du laboratoire, à la lumière de ce qui a été dit au cours de ces journées, jeudi, vendredi et ce matin encore, je vous propose de parler de République intégrale. Parler de République intégrale, c'est tirer toutes les conséquences du mot République. Trop souvent, nous avons le sentiment, ou nos concitoyens ont le sentiment, justement, en raison de ce décalage que nous avons vu, que la République est un concept vide de sens. Et si nous avons bien un travail et même une œuvre à mener tous ensemble, c'est de contribuer à ce que le sens revienne, ce sens soit régénéré, parce que tout simplement, la République reste le magnifique projet commun pour le XXIe siècle. Certains, j'y reviendrai,
voudrait nous faire croire qu'elle est obsolète, qu'elle est même désuète, et que d'ailleurs, cette obsolescence et cette désuétude iraient avec l'idée même de France, puisque parfois, à l'étranger, on regarde avec un mauvais sourire cette capacité de dénigrement de la France et cette capacité de la France à ne plus croire ce qu'il a fondé. Eh bien, je crois tout à fait le contraire. Je crois que nous croyons tous ensemble tout à fait le contraire. Nous pensons que la République est le projet dont nous avons besoin, et c'est précisément parce que nous l'avons laissé s'affaisser que aujourd'hui nous sentons la crise. Mais regardez cette fois en la République telle que nous l'avons encore mesurée. Eh bien, elle est là, elle est notre patrimoine, elle est notre trésor, elle est notre sève, et si nous savons réveiller cela, alors nous avons les remèdes à la crise devant laquelle nous sommes. Et pour cela, il suffit tout simplement de prendre les mots et les concepts au sérieux. Cette République, elle est indivisible, elle est sociale, elle est laïque, elle est démocratique. Et ces 4 adjectifs qui sont à l'article 1er de notre Constitution, eh bien, prenons-les au sérieux, comme vous venez de le faire ce matin, comme nous le faisons en tirant les conséquences concrètes de ces mots. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des choses, ce sont des réalités. Et je voudrais avec vous revisiter ces mots pour voir, à la lumière des idées concrètes qui ont émergé de nos débats, en quoi nous pouvons reconstruire quelque chose. Le premier de ces mots de la République, c'est l'indivisibilité. Prenons ce mot très au sérieux. Il est le premier dans l'ordre chronologique, puisque dès les débuts de la Révolution française, il est affirmé. J'ai dit tout à l'heure que la République parachevait l'œuvre des rois. C'est Alexis de Tocqueville qui l'a montré merveilleusement dans l'Ancien Régime et la Révolution. En parachevant cette œuvre, il y avait l'idée d'une unité du pays. Cette unité du pays, on la pense souvent comme étant l'unité territoriale. Et on a raison, et je vais le mettre au centre de ce que j'ai à dire. Mais derrière l'unité du territoire, nous avons tout simplement l'unité des citoyens. Nous avons l'égalité. Nous avons ce qui fait le socle du contrat social. C'est bien pour ça que ce mot est arrivé en premier, parce qu'il y avait un enjeu d'unité de la France, mais il y avait aussi un enjeu d'égalité des citoyens. Au service de quoi ? Eh bien, au service de la liberté. Cessons d'opposer égalité et liberté. C'est au contraire en les articulant que nous y arriverons. J'ai beaucoup aimé l'expression d'Astrid Panossian tout à l'heure, quand elle a dit « Une société juste, c'est une société qui permet la liberté du plus pauvre ». C'est en effet le meilleur des critères. C'est si nous donnons à chacun les moyens de son autonomie, les moyens de maîtriser son destin, que nous arrivons à la grande égalité dont est porteur le projet républicain. Eh bien, cette indivisibilité, elle nous invite évidemment d'abord à considérer notre territoire. J'ai dit que Autun était le symbole d'une géographie, la géographie de la France. Cette géographie de la France, c'est la richesse de la France. Par quel maléfice, depuis plusieurs décennies, notre pays, mais d'autres pays avec lui, à commencer par les États-Unis, ont accepté que la richesse, l'énergie, les investissements se concentrent sur quelques points du territoire, des grandes métropoles, qui croissent, tandis que le reste du pays a le sentiment d'être en périphérie. Nous savons bien que c'est au cœur du malaise français aujourd'hui, puisque là encore, ce qui est territorial se traduit évidemment sur le plan social. L'unité de la France, c'est donc son indivisibilité, c'est donc une vision complète pour le territoire. Regardons bien, à chaque fois que la France s'est sentie en croissance, à chaque fois que la France s'est sentie bien, c'est parce qu'il y avait une vision pour le territoire. C'est parce qu'on avait le sentiment que le territoire, uni, allait vers quelque chose. On peut donner l'exemple le plus récent, qui est celui de l'après-guerre et des années 60, où on a eu, avec la DATAR, l'idée d'un aménagement du territoire, parce que déjà on parlait de Paris et du désert français, et qu'il fallait justement déconcentrer. Il y a eu de belles réussites à cette époque, il y a eu aussi de grands échecs, je pense aux grands ensembles urbains qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes que nous avons. Mais il y avait une volonté, il y avait une énergie, il y avait une politique. Nous en avons parlé jeudi, nous avons lancé un certain nombre d'idées, notamment dans les débats qui ont eu lieu tout l'après-midi et dans le duo que j'ai pu faire avec François Baroin. Et je voudrais donner juste une ou deux idées qui illustrent ce que cela peut vouloir dire concrètement. Avoir un territoire uni, c'est d'abord, là encore, ne pas opposer les choses entre elles. On a besoin d'une ville-monde qui porte
le pays comme l'est Paris, si Paris évolue avec sa région et même dans son axe Seine vers le monde. Nous avons besoin de grandes métropoles rayonnantes, mais nous avons besoin que tout ceci innerve l'ensemble du territoire et que les premiers bénéficiaires de cette dynamique soient nos villes et nos villages, dont nous l'avons dit, près de 40% des Français les habitent. Il y a, de ce point de vue-là, une sorte de cœur de notre pays qui est dans les villes et les villages de France, de moins de 10 000 habitants, et c'est dans ces villes et ces villages que nous devons concentrer nos efforts les plus grands. Ces efforts les plus grands, ils signifient déjà que le territoire, c'est aussi synonyme d'un peuplement. Là aussi, il est assez stupéfiant, si l'on s'arrête un instant sur les dernières décennies, de se dire que ce sujet qui est le premier des sujets, c'est-à-dire pour un pays, pour une nation, avoir un territoire, avoir un peuple. Si on n'a pas ça, on n'a pas le reste. Se dire que ce sujet ne fait pas en réalité l'objet d'une vision politique. C'est comme si nous acceptions que nos frontières, la façon dont nous les gérons, notre peuplement, la façon dont nous le gérons, que ce soit sur le plan démographique, que ce soit sur le plan de l'immigration, était un sujet à volo, un sujet au fil de l'eau, dont nous devrions constater chaque année les évolutions et tirer des conséquences sociales ou économiques, qui en général sont des solutions de rattrapage par rapport à une réalité qui s'impose à nous. Si on réfléchit un instant, cette réalité-là, c'est l'inverse de la République. Parce que la République, c'est la maîtrise du destin commun. C'est donc avoir prise sur les facteurs qui nous constituent. Et le fait de n'avoir aucune vision sur ce sujet, de la part des partis de gouvernement en particulier, eh bien cela signifie que nous laissons à d'autres des visions soit totalement pseudo-ouvertes, soit totalement inconséquemment fermées de ce que peut être le peuple et de ce que peut être le territoire. Nous avons besoin d'une vision de ce qu'est le territoire et le peuplement. Quelques exemples à ce titre, tirés aussi des travaux des ateliers. D'abord, sur la question de l'aménagement du territoire. Lorsqu'on considère que certains départements de France sont aujourd'hui en voie de dépeuplement, il est évident qu'il faut avoir un projet démographique pour les parties dépeuplées du territoire français. On peut se fixer des objectifs quantitatifs, 50% d'augmentation dans les 15 ans qui viennent. On peut penser à des mesures incitatives. On a parlé par exemple de franchise fiscale pour les familles qui s'installeraient dans ces départements. Quelles que soient les mesures que l'on retiendra, il faut tout simplement se fixer l'objectif que la France ne peut pas être constituée de pôles de peuplement intenses et d'endroits considérés comme désertés. Nous devons articuler cette vision du territoire avec le plus grand des défis qui est posé à tous les pays aujourd'hui et au monde entier, qui est celui de la transformation écologique. Là aussi, nous l'avons entendu au cours de nos débats, cela a été travaillé dans le cadre des ateliers, des propositions concrètes sont faites. Bien entendu, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de toutes les propositions, mais la vision de notre territoire, c'est aussi la vision volontariste, positive, optimiste de tout le travail que nous avons à faire, de tous les emplois que nous avons à créer, de toutes les formations que nous avons à faire pour que notre pays s'adapte, non pas à quelque chose de pénible, mais à quelque chose qui va améliorer la qualité de la vie et la santé de tout le monde. C'est donc un véritable projet collectif que l'on peut avoir lorsqu'on parle d'un territoire que l'on maîtrise, d'un peuplement que l'on maîtrise, et d'une qualité de vie que l'on maîtrise, et une qualité de vie qui elle-même est synonyme de bonne santé, de longévité, de vie collective plus épanouie pour nos concitoyens. Que ce soit sur le sujet de l'agriculture, que ce soit sur le sujet de la réindustrialisation verte, que ce soit sur le sujet des services publics, nous avons à réhabiter notre territoire avec un état d'esprit écologique, l'écologie ne consistant pas à opposer des populations ou des segments de population entre elles, mais au contraire à rassembler autour de la qualité de la vie. Et là aussi, ça a été abondamment traité dans les ateliers, et là aussi, c'est constitutif d'une vision pour la société, d'une vision qui peut emmener la jeunesse, parce que la jeunesse, à très juste titre, est très sensible à la question de la transformation écologique, et que ce sujet-là ne doit pas être, comme tous les autres que nous avons vus, des sujets qui divisent entre générations, mais au contraire, des sujets qui unissent entre générations. Je prendrai un seul exemple, celui des investissements nécessaires dans le futur. Il est évident que c'est sur ces sujets-là qu'ils doivent être canalisés et que ce sera synonyme à la fois de progrès économique et de progrès social. Ce caractère régénéré de la République, il va de pair avec l'idée de liberté locale. Xavier Bertrand y est revenu à juste titre tout à l'heure. Il faut
décompresser notre pays. Je ne parle pas de décentralisation sciemment, nous n'avons que peu utilisé ce terme avec François Baroin, je parle de liberté locale, ce qui est une façon de prendre le sujet par un autre angle, par l'angle des libertés, qui reste la première de nos valeurs, et parce que le but n'est pas de faire sans arrêt de nouveaux actes de décentralisation, c'est un jeu qui, un jour, doit nécessairement s'arrêter, mais c'est plutôt de regarder où nous en sommes et de clarifier complètement. Tout le monde parle tous les jours de millefeuille, tout le monde parle de complexité, tout le monde parle à juste titre d'impuissance publique, devant par exemple les délais nécessaires pour prendre des décisions et pour les appliquer. Nous en appelons donc à une façon de revisiter complètement les compétences, notamment en unissant la manière d'élire les départements et les régions, notamment en unissant ce qui se passe au titre des communes et des intercommunalités, et sans rentrer dans l'ensemble des détails de ce que cela signifie, une nouvelle vision de la relation entre l'État et les collectivités locales, où tout simplement, comme ça a été dit, le but est d'avoir un État qui se recentre sur ce qu'il a à faire et qui le fasse bien, qui garantisse l'unité du pays et des libertés locales qui permettent aux collectivités, avec des statuts qui ne sont pas des statuts à la carte, je le dis devant notre secrétaire général Benjamin Morel, parce que le mot de différenciation a des séductions qui peuvent être délétères pour le pacte républicain. En clair, la surenchère pour que chacun fasse un peu ce qu'il veut dans son coin, ce qui serait, pour le coup, une manière de saper la République. Mais au contraire, avec des libertés locales qui sont les mêmes pour tous, une capacité à prendre des initiatives, à se différencier soi-même dans le cadre statutaire commun. Et cette décentralisation-là, cette augmentation des libertés locales, on voit bien qu'elle est indispensable aujourd'hui, qu'elle s'accompagnera de clarifications qui elles-mêmes permettront d'éviter les gaspillages, les dépenses d'énergie inutiles, les redondances, tout ce qui aujourd'hui est vu par chacun de nos concitoyens comme étant de la gabegie publique, et malheureusement à juste titre, et nous devons aller donc dans le sens de cette clarification. Vous le voyez bien, quand on tire ce premier fil de la République indivisible, c'est-à-dire d'une vision pour notre territoire et pour notre peuple, c'est un projet de société qui est déjà là. Je vais évidemment parler des 3 autres adjectifs de la République, et je vais le faire brièvement, je vous rassure. Mais ce premier fil-là, c'est-à-dire une vision pour le territoire de France, d'une unité de ce territoire, en ne laissant personne de côté, c'est déjà le socle républicain. Le deuxième adjectif qui a été abondamment illustré ce matin, c'est la République sociale. Et là aussi, je voudrais tout simplement reprendre ce qui a été dit par plusieurs ce matin, en disant qu'une société qui va bien, c'est une société qui s'occupe d'abord de son enfance et de sa jeunesse. Et là aussi, si on regarde les dernières décennies, on peut avoir le sentiment que cette aube de la vie, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, a été sacrément négligée. Là, c'est aussi l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui vous parle, puisque mon discours est constant sur ce sujet. Et dans la crise sanitaire, j'ai eu à l'affirmer à de nombreuses reprises, pensons à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes. Nous sommes le pays qui a le moins fermé ses écoles dans le monde occidental, et même à l'échelle du monde, nous faisons partie de ceux qui ont le moins fermé. 12 semaines en France, c'est 38 en Allemagne, 38 en Italie. J'ai quand même à cœur de le souligner parce qu'on se compare trop peu quand c'est nous qui avons fait mieux que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cela? C'est parce que dans la crise, malgré tout, avec d'autres acteurs, à commencer par le président de la République, nous considérions que l'enfance et l'adolescence, j'ai considéré que l'enfance et l'adolescence, c'était archi-prioritaire. Et qu'au fond, ce qui se passait là, dans un moment de crise, qui sont toujours les moments révélateurs, disait quelque chose des priorités que nous avons. Et même cela, même en minimisant les dégâts, nous avons eu quelque chose de dévastateur qui, aujourd'hui, nous oblige à investir dans la jeunesse. Tous nos critères en matière de démocratie sociale, tous nos critères en matière d'investissement dans l'avenir doivent avoir comme but d'aller vers la jeunesse. Alors même que nous avons une démographie déclinante parce que nous sommes entrés justement dans le cercle vicieux du pessimisme, dans le cercle vicieux de n'avoir aucun projet à proposer à la jeunesse. Je ne crois pas à la fatalité de la baisse démographique française. Je pense que c'est typiquement le sujet sur lequel il doit y avoir du volontarisme républicain. Un président argentin important du début du XXe siècle disait « Gouverner, c'est peupler ».
Cela reprend ce que je vous disais en commençant. Si nous ne nous préoccupons pas de cela, eh bien nous allons vers des lendemains extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, la première des réformes des retraites, c'est quand même d'avoir des enfants. Et c'est dommage que ce soit oublié. Et même d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, ce qui me peinait beaucoup dans les différents épisodes de réforme des retraites que nous avons depuis plusieurs années, c'est d'abord cette dramaturgie qui correspond tellement à ce qui ne va pas en France, c'est-à-dire l'affrontement face à face, l'incapacité à trouver des compromis, et à la fin, un passage en force qui finalement semble laisser des gagnants et des perdants, mais qui en réalité finit par le fait que nous sommes tous perdants et où nous dépensons énormément d'énergie pour des résultats qui en plus ne sont pas à la hauteur, alors que le travail préalable, le genre de choses que nous faisons actuellement, doit permettre de trouver des solutions, j'y reviendrai. Mais ce qui me désolait d'un point de vue déjà strictement psychologique, c'est qu'en parlant sempiternellement des retraites dans un pays, en parlant très peu des naissances, même si ces retraites dont nous parlons, c'est justement pour ceux qui naissent actuellement, eh bien, nous mettons dans la psyché collective l'idée que nous sommes concentrés sur ce qui se passe après 60 ans ou après 65 ans, alors même que, y compris pour les générations les plus anciennes, ce qui compte, et je suis sûr que quand on interroge les Français de plus de 60 ans, c'est aussi ça qui compte pour eux, ça a été dit ce matin, eh bien c'est évidemment l'avenir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et devant tous les grands défis qui nous attendent, comme par exemple le défi de la dépendance, nous devons affirmer qu'il peut y avoir une vision optimiste de ce qu'est un pays qui réussit ses liens intergénérationnels et qui réussit à avoir plus de naissances et plus de relations entre les générations, qui permet notamment de donner un rôle social aux plus âgés, rôle social qui d'ailleurs peut être largement dirigé vers l'enfance. Nous pouvons, avec ce type d'idée, nous pouvons illustrer le fait qu'il n'y a pas nécessairement à opposer les Français les uns aux autres. Le fait que dans des déclarations publiques, on oppose les vieux et les jeunes me paraît la chose la plus délétère qui soit. Vous avez été nombreux à le dire ce matin. Ne sombrons pas là-dedans, d'abord parce qu'en effet, il n'y a pas des segments homogènes de la population, et qu'en plus, c'est extrêmement dangereux d'aller dans ce chemin. Nous sommes tous des Français. L'idée républicaine, c'est précisément d'éviter de segmenter. C'est la base de ce que nous avons à faire. Alors cette République sociale, elle est synonyme aussi d'une économie qui fonctionne bien. Et là aussi, de nouveau, n'opposons pas l'économique et le social. L'économie ira bien si la société se sent juste, et cette société sera juste si l'économie fonctionne bien. C'est une évidence. Je résumerai d'une formule ce que le laboratoire a pu élaborer comme idée autour des grands enjeux économiques. Et cette formule, c'est rendre les Français sociétaires de la France. Nous devons régénérer, non seulement sur le plan politique et démocratique, mais aussi sur le plan économique et social, et je salue ce qu'a dit Thierry Baudet là-dessus à l'instant sur le dialogue social, nous devons régénérer l'idée que les Français se font de l'unité du pays au travers des enjeux économiques. Autrement dit, tout Français doit sentir que c'est son intérêt, que l'intérêt collectif, c'est-à-dire le succès de notre économie, réussisse. Tout Français doit sentir que cela rétroagit sur lui. Alors même que dans le débat public, nous voyons sempiternellement une opposition entre ces deux éléments. Il est donc vital que sur les grands dossiers, nous sachions raisonner de cette façon-là. C'est d'abord, nous l'avons entendu hier dans la bouche de Philippe Aguillon, un vrai projet économique pour la France d'investissement. Et bien entendu, c'est à l'échelle française que nous devons le concevoir, mais c'est aussi à l'échelle européenne. Et n'attendons pas, parce que ça va trop lentement, parce que c'est rarement pleinement satisfaisant, que bouge simplement l'Europe des 27, mais faisons cette coalition des volontaires avec des pays. La France, sur ce sujet, j'y reviendrai sur les questions géopolitiques, doit savoir retrouver sa tradition d'alliance, qui peut être avec un seul autre pays, avec plusieurs autres pays, mais dans un registre de l'efficacité, de façon à tout simplement réinvestir dans ce qui compte, et nous l'avons entendu là aussi beaucoup, d'abord dans l'innovation. Je ne reviens pas sur les analyses qualitatives qui ont été faites en la matière, qui s'ajoutent aux analyses quantitatives. Nous devons investir plus. Ça signifie, en effet, Bernard, une capacité à drainer l'épargne vers ce qui compte pour l'avenir, de manière dynamique. Et nous devons investir plus dans les domaines d'avenir, c'est-à-dire les domaines d'innovation.
Et ce n'est pas seulement la technologie pour la technologie, c'est tous les sujets de société tels qu'ils sont transformés par les innovations. Je parlerai dans un instant d'éducation et de santé. Voilà typiquement des exemples où l'économie peut avoir deux énormes moteurs liés aux évolutions technologiques et aux investissements dans l'innovation. Mais la question économique, elle va avec ce que j'appellerais l'esprit mutualiste, coopératif, qui lui aussi a été très consubstantiel à l'idée républicaine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et que nous devons savoir retrouver aujourd'hui dans un élan nouveau. Le système de retraite français est très significatif de cet enjeu. Les chiffres ont été rappelés, ils sont emblématiques, mais l'état psychologique du pays sur le sujet a été rappelé aussi. Tout le monde a le sentiment que nous allons vers un système qui pourra payer de moins en moins les personnes qui prennent leur retraite, et que ce système pourra être vécu comme injuste, puisque certains auront beaucoup plus payé que reçu. Et si l'on veut qu'il y ait un sentiment de fraternité, un sentiment d'équité, le but n'est pas de recevoir exactement ce que l'on a donné, mais le but est de sentir que le système est juste et que le système est prévisible. Il est donc évident, et nous avons aussi beaucoup travaillé sur ce point, que nous devons concevoir 3 étages du système de retraite, eux-mêmes cohérents avec ce que nous pouvons dire sur l'économie. Un étage de solidarité, celui que nous connaissons aujourd'hui, qui peut être largement dynamisé, notamment si, jouant le jeu de la démocratie sociale, nous confions ce système de retraite, comme ça a été proposé tout à l'heure, aux partenaires sociaux, qui ont montré qu'ils savaient être efficaces et responsables quand justement on leur donne des responsabilités. Et puis, une capacité aussi à avoir des mécanismes individuels facilités qui eux-mêmes vont permettre de drainer cette épargne dont nous avons parlé. C'est le sens d'ailleurs de ce qu'est le plan épargne-retraite aujourd'hui, mais qui doit prendre une ampleur nouvelle. Et puis, un étage qui est entre les deux et qui est peut-être le plus important si on veut rendre les Français sociétaires de leur pays, qui est celui où c'est par un fonds souverain français, investissant dans les entreprises françaises, les grandes, les moyennes et les petites, et qui redistribue ce qu'ils gagnent aux Français, que nous pourrons avoir et les investissements dont nous avons besoin et la justice sociale dont nous avons besoin. Imaginez demain un Français qui n'a jamais eu d'activité financière particulière, qui est un salarié, ce qui correspond encore au modèle le plus fréquent, et qui se réjouit quand il voit les entreprises françaises réussir, les grandes entreprises emblématiques dont nous avons tout lieu d'être fiers, mais aussi la petite entreprise locale dont la réussite va rétroagir très concrètement sur sa retraite. Imaginez comment nous pouvons faire renaître l'idée de participation avec des configurations nouvelles comme le permettent les nouvelles technologies, et qui fait que tous les Français seraient heureux de la réussite de l'économie française et solidaires quand cette économie entre dans des difficultés. C'est évidemment quelque chose qui régénérerait le pacte social, qui serait extrêmement concret et qui assurerait un socle de base pour tous les Français, par le fait d'avoir les 3 étages dont j'ai parlé, mais aussi des perspectives d'avenir en fonction de la réussite de notre pays. Nous sommes aujourd'hui un pays qui est guetté par l'égoïsme, où chacun regarde, obligé d'une certaine façon, est obligé finalement de regarder simplement ses intérêts. Alors, nous devons repasser à un pays qui sent l'intérêt général et qui le voit concrètement s'appliquer. Alors les idées économiques sont nombreuses pour illustrer l'idée républicaine. Il n'y a pas d'un côté la République, de l'autre l'économie. L'économie est indispensable pour que la République reste en bonne santé. Et l'économie est indispensable pour que nous réussissions à renforcer ce qui, à juste titre, est vu comme un socle de la République française, et je veux parler des services publics. Là aussi, on doit retrouver l'esprit collectif, mutualiste, solidaire, qui est consubstantiel à la République et qui n'est pas synonyme de bureaucratie, d'immobilisme, de léviathan. C'est au contraire des services publics dynamiques au plus près du territoire que nous devons rechercher. Vous me permettrez de parler une minute d'éducation, d'autant plus qu'un atelier très riche a eu lieu hier sur le sujet. Mais je voudrais résumer la pensée qu'on peut avoir sur ce point et qui déborde la question éducative par un exemple qui existe tout autour de nous, qui est une réussite, et donc comme toutes les réussites
on n'en parle pas, et qui est significatif de ce qui peut marcher dans plusieurs domaines, mais d'abord dans le domaine éducatif pris au sens plein. D'abord, j'ai dit tout à l'heure qu'un pays qui va bien est un pays qui se concentre sur ses enfants, c'est-à-dire un pays qui a une vision complète de l'enfant, qui ne segmente pas les temps de l'enfant. Un enfant, il a une famille, il faut le souhaiter, il a l'école, bien entendu, mais il a aussi des week-ends, des mercredis, des vacances, et il a une vue du point de vue de l'enfant, bien entendu, toutes ces choses doivent être reliées, doivent être cohérentes entre elles. Si le monde adulte est bienveillant avec les enfants, cette cohérence du monde adulte se voit. Rien de pire que des parents et une école qui ne sont pas d'accord sur ce qui doit arriver à l'enfant. Rien de pire qu'une collectivité locale qui serait indifférente à ce qui se passe pour les enfants de son territoire. C'est en regardant ces choses-là qu'avec Jean-Louis Borloo, que je salue d'ailleurs et que je remercie, puisque comme vous le savez, il nous a envoyé un magnifique message de soutien, nous avions conçu les cités éducatives et que nous avons créées. Vous savez, on a dit il n'y a pas eu de plan Borloo. Et moi, je vous dis, il y a eu en réalité un plan Borloo. Il n'y a pas eu de plan, il n'y a pas eu Borloo, mais il y a eu un plan Borloo au sens où nous avons pris certaines pièces détachées du plan Borloo et nous les avons mises en œuvre. Et dans mon domaine, je l'ai fait avec lui parce que j'avais la même foi que lui dans le fait qu'un territoire doit se soucier de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Juliette Méadel le sait bien parce qu'en tant que ministre de la Ville, elle est penchée sur les cités éducatives et justement, elle les aide aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une vision complète de l'enfant sur un territoire à une échelle humaine. C'est des moyens qu'on donne à un acteur local, ça peut souvent être un principal de collège, qui est une des meilleures personnes pour faire cela, et qui va pouvoir faire une chose qu'il n'a pas les moyens de faire dans le système classique, c'est-à-dire avoir les moyens de jouer sur les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire de l'enfant. Un enfant qui part jamais en vacances, un enfant qui n'a aucune activité culturelle dans le cadre familial, un enfant qui est vulnérable à la drogue, au fondamentalisme islamiste, aux difficultés sociales de tous ordres qui peuvent exister, aux tentations qui peuvent exister, eh bien, il faut des moyens pour permettre aux différents acteurs, ensemble, d'avoir des projets pour que cet enfant aille dans la bonne route plutôt que dans la mauvaise. Et les moyens que l'on met sur ces sujets représentent des moyens beaucoup plus importants qu'il faudrait mettre plus tard, de manière beaucoup moins efficace, pour rattraper ce qui n'a pas été fait à ce moment-là. Ce qui se passe pour un enfant entre la naissance et sa 10e année est tellement clé, bien sûr les années suivantes sont très importantes aussi, mais est tellement décisif pour l'année du pays, que si je devais donner une priorité concrète au pays, ce serait celle-là, c'est-à-dire l'attention complète, pas seulement en termes de moyens financiers, mais en termes de concentration de l'énergie publique sur ce qui se passe pour les enfants de notre pays. Et c'est la première des politiques de long terme, c'est aussi celle qui relancera la démographie, c'est aussi ça qui relancera l'optimisme, c'est cela qui permettra d'avoir plutôt de la civilité que des incivilités dans notre pays, c'est ce qui permettra d'avoir de l'unité. Donc une politique éducative dans l'esprit des libertés locales dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une politique qui responsabilise les acteurs locaux, qui évite de mettre face à face des acteurs dans un esprit d'antagonisme. Et là, nous avons encore du chemin à faire, mais nous pouvons enclencher le cercle vertueux d'une unité du monde adulte et des institutions autour de l'enfant comme projet républicain. Il y a aussi les enjeux de santé. Ce sont des enjeux clés et des enjeux urgents. Je n'ai pas besoin de vous faire le tableau de cela. Il y a aussi eu un atelier dédié à cela, et je remercie tous ceux qui s'y sont dédiés. Là aussi, je ne peux pas donner toutes les conclusions, mais nous avons continué à échanger sur tous ces points. La question de la santé nous renvoie là aussi à notre capacité à articuler le court terme et le long terme, à avoir une vision complète de l'unité du territoire et à être dans des logiques de prévention plutôt que d'être dans des logiques purement curatives. Comme d'habitude, ça coûte beaucoup plus cher de réparer et c'est moins efficace que de prévenir et de permettre que les enjeux de santé soient traités le plus tôt possible. Concrètement, ça veut dire déjà que ce que j'ai pu dire sur la transformation écologique, qui se traduit par plus de biodiversité, un air plus pur, une meilleure alimentation, tous ces sujets-là ont évidemment un impact sur la santé des Français. Le dire, c'est déjà une façon de réconcilier tout le monde
avec toutes les transformations que suppose la transformation écologique. Mais les sujets de santé supposent d'avoir une véritable politique préventive à l'échelle du territoire. Et il est fort probable, nous l'avons dit aussi lors des débats, François Baroin l'a dit à un moment donné sur les questions hospitalières, il est fort probable que nous aurons, dans les temps à venir, à remettre en responsabilité les pouvoirs locaux pour avoir tout simplement une réponse aux besoins au plus près du territoire, une bonne gestion, une vision complète de chaque citoyen et de chaque patient en particulier, et de revenir au plus près du terrain en nous inspirant de ce qui se fait déjà de bien sur notre territoire et en tenant compte des immenses progrès qui existent en ce moment même. Là encore, je voudrais m'arrêter une seconde pour dire que la République, c'est aussi un certain optimisme. On ne parle du progrès technique aujourd'hui qu'en termes apeurés. Il y a lieu de le faire. C'est une partie du sujet, incontestablement, notamment pour nos libertés. Mais de l'autre côté, les possibilités qui sont ouvertes font que d'abord l'espérance de vie peut continuer à progresser dans les temps à venir, d'une vie de qualité, et que notamment tout ce que permet la technologie en matière de détection à l'avance de pathologies est évidemment au service de cette politique de santé préventive au plus près du territoire. Si tous nos concitoyens, et pas seulement les plus fortunés, peuvent profiter dans les temps à venir de tout ce qui permet de prévenir les maladies de façon assez peu coûteuse en réalité, au plus près du territoire, grâce à la force d'une vision centrale et puissante à l'échelle du pays, mais aussi grâce à l'agilité que donne le pouvoir des collectivités locales, alors nous pouvons avoir véritablement une nouvelle politique de santé, et avec la formation progressive de nouveaux professionnels de santé, eh bien, réussir cette politique préventive, qui touche aussi l'école et le monde du travail. L'atelier s'y est beaucoup concentré, parce que la politique préventive, c'est non seulement être présent sur tout le territoire, mais l'être au travers de ce qui touche une grande majorité de Français au quotidien, c'est-à-dire l'école et le travail. Là aussi, c'est en décloisonnant que nous réussirons, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'un citoyen ou un enfant soit tout simplement vu dans leur plénitude. Nous ne devons pas avoir plusieurs ministères responsables de la santé des enfants. Il y en a un, ça s'appelle le ministère de la Santé. Donc l'ancien ministre de l'Éducation nationale assume de dire que tout ce qui a trait à la santé de l'enfant à l'école, et donc à la prévention, à la détection des problèmes, gagnerait beaucoup à être vu à l'échelle du territoire, comme pour les cités éducatives, ce qui, au passage, permettra de mutualiser des moyens et donc d'avoir plus de temps disponible des médecins pour chaque enfant. Et cette capacité, par exemple, pour les PMI et les médecins scolaires dans chaque établissement, eh bien, de travailler ensemble et d'être plus efficaces. La vision préventive, c'est-à-dire être très attentif notamment aux plus jeunes, mais aussi à toute la population dans cet état d'esprit, c'est une vision qui doit habiter les services publics. Et vous le voyez de nouveau, avoir une philosophie de la République, c'est pas être dans la stratosphère avec des principes qui n'ont aucune application, c'est tout le contraire. C'est parce qu'on a une vision claire de la République et de ses enjeux que l'on peut conjuguer sur chaque sujet ce qui pourrait nous faire progresser collectivement, et pas seulement dans le domaine politique ou pas seulement dans le domaine régalien, mais dans l'ensemble des enjeux économiques et sociaux. C'est pourquoi les différentes commissions, les différents ateliers du laboratoire de la République, que ce soit sur la technologie, sur l'éducation, sur la santé, sur l'économie, sur les questions sociales, ont ce logiciel républicain pour vraiment bâtir la démocratie sociale. Et je voudrais, de ce point de vue-là, insister sur ce qui a été dit dans l'atelier sur les questions sociales, lorsque la question posée a été celle de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, et tout particulièrement sur l'emploi des jeunes. De nouveau, nous pouvons avoir sur cette question, qui est quand même, avec la question de la transformation écologique, la grande question de notre époque, c'est-à-dire que faisons-nous avec le progrès technologique qui ne cesse de s'accélérer? Comment est-ce que nous faisons pour qu'une société de plus en plus technologique soit quand même une société de plus en plus humaine? Face à cette grande question existentielle, il y a des réponses. On voit très bien qu'il y a des mauvais chemins et des bons chemins. Le mauvais chemin, c'est de subir la technologie. C'est les épouvantables conséquences que nous avons vues avec ce fait divers atroce qui a été rappelé tout à l'heure. C'est l'inhumanité décuplée dans notre vie collective. C'est le cloisonnement des personnes, c'est la vie virtuelle désancrée
des réalités concrètes. C'est la déshumanisation. Mais face à cela, il y a le scénario inverse. Il y a le fait que notre manière de travailler peut être de plus en plus agréable, de plus en plus motivante. Il y a le fait que le progrès peut se déployer dans toutes les directions, y compris dans celui de la transformation écologique. Prenez l'impact de l'IA sur le sujet de la transformation écologique. Vous avez d'un côté le fait qu'il faut s'inquiéter à juste titre de l'aspect énergivore de l'intelligence artificielle, de l'autre, et précisément parce qu'il faut lutter contre cela, avoir une utilisation de l'intelligence artificielle au service des enjeux extrêmement complexes de la transformation écologique. Et là, de nouveau, on retrouve la question des libertés locales et du territoire. C'est au plus près du territoire que l'on peut réussir à avoir les bons diagnostics écologiques, que l'on peut avoir une action notamment sur la biodiversité, sur la décarbonation, mais non pas de manière identique partout, mais d'une manière adaptée à ce qu'est chaque territoire. Si demain on prend des mesures sur l'agriculture à l'échelle nationale, on sait très bien qu'il y a quelque chose de très clivant. Si on réussit au contraire, territoire par territoire, à avoir une philosophie qui est de faire de nos agriculteurs le cœur de la France, ça l'est historiquement, je l'ai rappelé, ça doit le rester dans le futur, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de qualité de vie, c'est un enjeu social aussi, bien entendu. Mais si on a cet objectif-là, dans un cadre qui permet d'avoir une vie plus saine, des aliments plus sains, un air plus sain, un espace décarboné et un renouveau de la biodiversité, qui est un sacré objectif volontariste, il est évident que c'est l'intelligence artificielle qui peut nous aider sur ce point-là, au plus près du terrain. Donc, on le voit, nous sommes à la croisée des chemins, et le logiciel républicain est ce qui nous permettra de l'affronter. En troisième lieu, notre République est laïque. Et là aussi, nous savons que c'est un trésor national. Un trésor qui a une certaine universalité et une certaine spécificité. Une certaine universalité parce que, il faut le rappeler, le redire, et nous l'avons dit plusieurs fois en 3 jours, nous sommes des républicains humanistes, universalistes. Et cela a un sens. Si nous disons que nous sommes universalistes, c'est parce que nous pensons que la séparation entre le spirituel et le temporel est une valeur universelle. Chaque pays le fait à sa façon. Mais là aussi, si on va à l'encontre de cette idée, ça signifie qu'on est sur la défensive par rapport à toutes les attaques sur le sujet. Quand, venus du monde anglo-saxon, des gens essayent de nous imposer le modèle communautariste en nous expliquant que c'est vraiment le bon modèle, et alors, dans ce cas-là, il ne faut pas voyager en Angleterre et aux États-Unis. Si vous regardez l'état de la société anglaise aujourd'hui, à partir du communautarisme, il y a bien lieu de s'inquiéter sur la France, et on les a mis en parallèle tout à l'heure, Pascal Perrineau l'a fait. On peut s'inquiéter de la France, mais je m'inquiète encore plus pour l'Angleterre. Je m'inquiète pour la Belgique. Je m'inquiète pour les femmes iraniennes qui portent les valeurs, en réalité, de laïcité et qui... Et je salue Fahimé Robiol qui peut se lever. Applaudissez-la. Et toutes celles et tous ceux qui, dans tous les pays concernés, l'Afghanistan, l'Iran et ailleurs, se battent pour l'égalité homme-femme. Je vais en parler dans un instant à l'échelle française, bien sûr. Mais sur de tels sujets, bien sûr que les premiers principes sont universels. Nous les conjuguons à la façon française, bien sûr. Et il ne s'agit pas d'exporter le modèle français de manière exacte. Mais par contre, nous devons être fiers de nous enraciner dans une réalité humaniste qui vaut pour toutes les personnes dans le monde. Partout dans le monde, on n'a pas envie d'une ingérence d'une religion qui n'est pas la nôtre dans notre vie. On n'a pas envie qu'autrui s'impose à nous dans ses convictions. On a très envie qu'autrui puisse avoir les convictions religieuse, philosophique, politique, qu'il ou elle a envie d'avoir. Nous voulons les deux à la fois. Et ça s'appelle un mot qui est très beau et qui est laïcité. Et cette laïcité, elle a une conjugaison française dont non seulement nous ne devons pas avoir honte, mais nous devons avoir une fierté de nos ancêtres, de ceux, là aussi, qui, depuis les rois de France, jusqu'à la loi de 1905 et même jusqu'à la loi de 2004, ont su façonner
cette séparation progressive de l'Église et de l'État. Il a fallu des siècles, comme une eau qui traverse l'argile, pour que ce concept arrive. Il y a eu bien des luttes, il y a même eu des guerres civiles autour de ces sujets. Mais à la fin, nous arrivons avec un bijou, et notre génération, dotée de ce bijou, le jetterait à la rivière comme si ça n'était pas précieux. Ce serait une folie. Et il y a des forces pour nous expliquer que c'est très bien de jeter la laïcité à la rivière. Ces forces, elles sont nationales et internationales. Elles font pression sur la République. Et bien des gens ont été lâches sur ce sujet. Et cette lâcheté, je l'ai vue au quotidien, même avant d'être ministre. Et nous devons aujourd'hui donc reprendre ce flambeau de la laïcité et le conjuguer dans toutes ses réalités concrètes. D'abord, parce qu'on doit retrouver sur ce sujet comme sur les autres la cohérence entre les idées et l'action. Encore une fois, là aussi, il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit d'articuler. C'est parce qu'on sera clair philosophiquement qu'on sera bon pratiquement. Et le laboratoire de la République a fait déjà tout un travail, avec d'autres, pour que la formation à la laïcité se répande. En tant que ministre de l'Éducation nationale, vous le savez, j'ai eu à cœur de faire cela, et je salue Pierre-Henri Tavoyot qui a parlé ce matin. Un homme comme lui, en créant un diplôme universitaire sur la laïcité, en formant chaque année des dizaines de personnes à ce sujet qui, à leur tour, vont en former d'autres, dans le cadre d'un plan que nous avons appelé le plan des 1000, c'est-à-dire 1000 personnes très, très, très bien formées qui en forment chacun 1000 autres pour arriver aux 1 million de personnes concernées à l'éducation nationale. Cette logique-là de matrice positive, nous devons la retrouver dans tous les domaines de la société française. Si nous avons une fresque de la République que vous pouvez tous regarder, et là je remercie les Richer, la famille Richer qui s'est, au sein du laboratoire, beaucoup consacrée à cela. Mathieu Richer et Swan Richer, je les remercie. Cette fresque de la République, c'est un moyen pédagogique de partager les sujets républicains, et notamment le sujet de la laïcité. L'entreprise est restée totalement inerte par rapport à cette question, et d'un seul coup s'est retrouvée avec cette réalité à gérer. Michel Lalande, que je remercie, dans le cadre de l'atelier laïcité, a regardé en face ce sujet. Et chez toi, Xavier, nous avons, dans les locaux du Conseil régional de Lille, parce que tu fais partie, je cherche Xavier du regard, tu fais partie des présidents de région très courageux qui ont pris ce sujet à bras-le-corps, comme Valérie Pécresse hier qui nous l'a expliqué, parce que tu n'as pas mis la tête dans le sable face à ces réalités, tu l'as fait avec la force tranquille qui te caractérise, et tu l'as fait, par exemple, en nous accueillant au Conseil régional avec des chefs d'entreprise et avec les membres du laboratoire de la République, y compris les jeunes du laboratoire, pour dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à la réalité du communautarisme dans les entreprises, pour que l'entreprise affirme des règles du jeu qui permettent à tout le monde de bien vivre ces sujets-là. C'est la même chose, évidemment, dans le monde éducatif, c'est la même chose dans le monde du sport. Là aussi, le sport s'est réveillé, si j'ose dire, un matin, avec cette réalité à gérer, et je dois le dire, des lâchetés. Et c'est aussi l'ancien ministre des Sports qui vous parle. Chaque fois que j'ai essayé d'avancer sur ce sujet, j'ai fait quelques pas, mais Dieu sait que, si j'ose dire, ces pas ont été freinés. Eh bien, cette laïcité dans tous les domaines de la société, bien sûr le domaine éducatif, qui a un impact ensuite sur toute la population, mais aussi le domaine du travail, le domaine du sport, et l'ensemble des domaines de la vie sociale qui ne doivent pas être des angles morts de cela, eh bien tout ceci doit être retravaillé, de façon à ce que ça devienne, là aussi, l'esprit de la République qui souffle dans le quotidien de la France, et qui se traduit notamment par un sujet que je veux particulièrement mettre en exergue sur cette question de la laïcité, qui est évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est exactement comme la lutte contre l'antisémitisme. La lutte contre l'antisémitisme, dont je reparlerai, ça ne concerne pas que les juifs. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça ne concerne pas que les femmes. Et je crois là aussi que Xavier l'a dit tout à l'heure, ça transforme un homme que de s'intéresser à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça transforme un non-juif que de lutter contre l'antisémitisme. Quand vous luttez pour cela, vous luttez pour l'humanité, bien entendu, c'est une évidence. Et aujourd'hui, curieusement, on accepte que cette égalité entre les femmes et les hommes soit rognée.
Le féminisme apparaît comme étant une valeur suprême, mais bizarrement, cette valeur suprême a une valeur encore plus suprême au-dessus, qui serait le communautarisme. Eh bien non, le féminisme est en effet une valeur suprême, l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur suprême, parce que c'est l'égalité entre les êtres humains, tout bonnement, et cette égalité entre les êtres humains, cette égalité de dignité, elle ne souffre pas d'exception, il n'y a pas je ne sais quelle idéologie ou je ne sais quelle religion qui permettrait de faire des exceptions à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons de multiples idées pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'atelier l'a montré. Je salue le travail fait par Jamais sans elle sur le sujet femmes-hommes. Vous pouvez les applaudir. Et sur l'ensemble des sujets, l'esprit laïque a évidemment une importance particulière, parce que la laïcité doit être entendue au sens large. C'est évidemment le corollaire de l'égale dignité de tous les êtres humains. La liberté de conscience est la liberté la plus précieuse que nous avons. Elle va avec la liberté d'expression. Et nous l'avons célébré ici jeudi soir lorsque nous avons dit tout notre soutien à Boualem Sansal et notre lutte qui ne cessera pas tant qu'il ne sera pas libéré pour qu'il soit libre, avec tous ceux qui aujourd'hui dans le monde sont emprisonnés en raison de leurs idées. C'est cela aussi être républicain. Et je l'ai dit, la lutte contre l'antisémitisme fait partie de ce combat. La lutte contre l'antisémitisme, je le disais, c'est tout simplement la lutte pour l'humanisme, la lutte pour l'égalité de dignité entre tout le monde, quelles que soient ses origines, ses croyances ou ses non-croyances. Mais l'antisémitisme a quelque chose de particulier, c'est malheureusement, et depuis fort longtemps, un thermomètre de ce qui ne va pas dans une société. D'une certaine façon, c'est le thermomètre le plus net que nous avons de l'affaissement démocratique. C'est aussi le thermomètre le plus net que nous avons de l'affaissement de l'intelligence. Finalement, appelons un chat un chat. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête que d'être antisémite ? Quel sens ça a ? Il faut le dire. C'est une question que je me pose depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais compris d'où ça sort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment elle peut être assez bête pour s'adonner à l'antisémitisme ? Pour donner cette explication de magie noire aux problèmes que l'on rencontre. Il y a quelque chose qui est une vraie interrogation métaphysique, puisque ça dure depuis si longtemps qu'il y a des explications à trouver. Ces explications, il y a des bibliothèques entières pour le faire. Mais j'ai peur qu'à force d'intellectualiser ce que nous disons sur le sujet, nous oublions la chose tout un peu stupide qui est devant nous, l'espèce d'éléphant qui est devant nous dans le couloir, qui est voilà, une bêtise suprême est devant nous et elle prospère. Et elle est elle-même le signe du développement de la bêtise, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets de bêtise qui se déploient dans la société, d'autres sujets d'irrationalité, d'autres sujets de défiance envers la science, de sujets de défiance envers le progrès, pour lesquels on peut trouver des raisons, mais pour lesquels le meilleur vaccin, si je puis dire, c'est l'esprit républicain. Alors, je voudrais, pour terminer, je vous rassure, conclure avec la République démocratique. Parce que là encore, nous avons, à la fin, la grille de lecture pour notre époque. Elle nous est donnée par notre héritage républicain. Il nous revient de léguer cet héritage républicain plus fort encore pour les générations futures. Je n'ai pas besoin d'être long sur ce sujet. L'année dernière, ici même, ma conclusion portait exclusivement là-dessus. Elle portait sur les menaces sur la démocratie. Je vous disais, il y a certaines faiblesses de la démocratie aujourd'hui dont il faut avoir conscience pour lutter pour la démocratie. Je pense en particulier à ce que j'ai appelé l'asymétrie démocratique, c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas les mêmes moyens que les ennemis de la démocratie. Vous voyez la force des ingérences russes, par exemple, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous ne nous battons pas avec les mêmes armes. Et cette asymétrie, eh bien, nos adversaires en profitent sur le plan international comme sur le plan national. Quand vous décidez de brutaliser l'Assemblée nationale tous les jours, eh bien, vous êtes comme quelqu'un qui brûle une forêt par rapport à ceux qui plantent des arbres. C'est-à-dire que c'est très facile de créer une atmosphère antidémocratique dans l'Assemblée nationale. Il suffit d'être 5 à 10% de cette Assemblée et toute la journée de mettre le désordre. Exactement comme dans un quartier, il suffit de 5 à 10% de gens qui commettent des délits pour gâcher la vie des autres 90%.
Cette logique léniniste des minorités actives, malfaisantes, contre la majorité, c'est évidemment une logique délétère pour la démocratie. Ça signifie que la démocratie doit se doter des moyens de faire face à cela. Parce que ce qui va avec la théorie démocratique, c'est la théorie républicaine que la démocratie n'existe que si elle déploie les moyens de se défendre elle-même. C'est une fausse vision démocratique que d'encourager sans arrêt les faiblesses. C'est une fausse conception de l'état de droit que d'atténuer le premier des droits des citoyens, qui est le droit à la tranquillité, à la sécurité, le droit à vivre, tout simplement. Et c'est là le professeur de droit constitutionnel qui vous parle, parce que là, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et je crois que dans les sujets qui nécessitent, dans les temps qui viennent, de prendre des mesures très particulières, non pas comme exception à l'état de droit, mais pour conforter l'état de droit, c'est exactement l'inverse, eh bien, il y a des sujets qui sont des sujets d'ordre public, qui sont les sujets régaliens. Le renforcement régalien de l'État sera la meilleure des garanties démocratiques, ne serait-ce que parce que ça réduira tous ceux qui sont tentés par les extrêmes aujourd'hui, parce qu'ils en ont assez de ce délitement de l'ordre public. Je ne prendrai qu'un seul exemple de cela. Il est malheureusement dans l'actualité. Cet exemple, c'est le trafic de drogue. Le trafic de drogue, aujourd'hui, est dans la vie de tous nos concitoyens. Il a peut-être d'abord été une réalité urbaine, aujourd'hui c'est une réalité de l'ensemble du territoire. Eh bien, il y a d'ailleurs, ça a été rappelé, des actions qui vont dans la bonne direction, qui ont été accomplies ces derniers temps, mais nous devons nous doter d'instruments juridiques encore plus efficaces dans les temps qui viennent pour faire cesser de nuire tous ceux qui aujourd'hui sont en train de mettre en cause l'ordre républicain sur notre territoire, en faisant des fortunes à partir du meurtre de notre jeunesse, puisque la drogue, c'est d'abord et avant tout le meurtre de notre jeunesse. Et si nous disons que la jeunesse est notre priorité, alors nous devons regarder ce fléau en face, et nous devons attaquer les trafiquants de drogue en direct, là où ça fait mal d'abord, c'est-à-dire sur le plan financier. Et pour vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire, nous plaiderons pour la confiscation des biens mal acquis en France, pour toute personne qui n'est pas capable de justifier de quelle façon elle a pu acquérir ce bien et pour lesquels on a en fait des éléments pour savoir que ça vient du trafic de drogue. Au passage, ça rétroagit sur nos sujets économiques. On peut chaque année récolter des milliards de cette façon-là. Ça a été évalué, ça peut aller jusqu'à 10 milliards d'euros. Cette manne qui est là, alors même qu'on se pose des questions pour trouver l'argent, elle est là, elle relie deux sujets, le sujet régalien et le sujet économique, mais elle relie un troisième sujet, qui est évidemment le sujet sociétal et le sujet de notre jeunesse. Notre démocratie doit savoir s'outiller, s'armer pour faire face à des problèmes concrets qui touchent le quotidien des gens, et c'est cela l'esprit républicain. Alors je voudrais conclure en vous disant que tout au long de ces journées, avec vous, j'ai rêvé d'une France qui s'aime, d'une France où l'on s'aime. J'ai rêvé d'une France qui se respecte, et donc d'une France où l'on se respecte. J'ai rêvé d'une France qui sourit, et donc d'une France où l'on se sourit. Et parfois, j'ai l'impression, comme vous tous, je pense, de vivre plutôt un cauchemar éveillé. Un toboggan où nous glissons, conscients de la pente fatale pour laquelle nous serions impuissants, parce que inactifs devant ce qui serait le monde inéluctable que la mort de la liberté nous prépare. Et bien entendu, nous voulons et notre liberté et notre fierté. Sachons reconnaître l'acquis des âges antérieurs. Je crois que l'un des problèmes philosophiques, psychologiques que nous avons, c'est cette capacité à vouloir juger sans arrêt les siècles passés, ce qui est toujours possible, même si on n'est jamais à l'abri des anachronismes, mais jamais avoir la moindre gratitude pour ce que nous avons. Mais tout ce que nous avons, si nous sommes là, ce bâtiment, la ville dans laquelle nous sommes, l'air que nous respirons, tout ce que nous mangeons, nous le devons à des générations entières qui bien souvent ont été beaucoup plus pauvres et confrontées à des périls bien plus grands que nous. Ne soyons pas les enfants gâtés de notre histoire. Soyons les enfants reconnaissants de notre histoire pour être à notre tour les parents de l'histoire qui va suivre. Et si nous voulons que notre jeunesse ne nous juge pas mal, justement, parce qu'il est toujours facile de juger les ancêtres, mais quel jugement sera porté sur nous, eh bien, nous devons tirer, comme je vous l'ai dit, toutes les conséquences concrètes de l'idée républicaine. Et donc, ce que
je vous invite à construire, parce que nous allons dans un instant nous séparer, mais il faut évidemment qu'il y ait des conséquences concrètes à tout ce que nous disons. Ce que je vous invite à construire avec le laboratoire de la République, eh bien, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la République intégrale. La République intégrale, c'est ce qui nous permettra de remédier à toutes les attentes déçues des temps précédents. Nous ne serons pas inertes par rapport aux échéances qui arrivent. Ces échéances, ce sont les échéances qui se mesurent en décennies. J'ai beaucoup parlé de long terme aujourd'hui, mais c'est aussi les échéances très courtes. Au cours de ces 3 jours, nous avons aussi parlé de l'actualité brûlante. Nous avons eu à dire que nous devions articuler le court terme et le long terme, c'est-à-dire trouver une solution de moindre mal pour remédier à la crise et une solution de souverain bien pour la perspective qu'il faut dresser. Et s'il y a eu tant d'échecs précédemment, c'est notamment parce que la préparation des échéances a été insuffisante, parce qu'on s'est contenté de slogans ou de recours aux hommes providentiels. Mettons-nous tous, comme ça a été dit hier, mettons-nous tous la France au-dessus de nous-mêmes. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Nous sommes un maillon essentiel parce que nous sommes le maillon présent dans la chaîne du temps. Ne nous brisons pas, renforçons-nous. Nous y arriverons par le travail et par l'esprit d'équipe. Ce point-là est fondamental. Lorsque je parle d'échéances, chacun voit bien qu'on parle des échéances présidentielles en particulier. Il peut sortir le meilleur comme le pire de ce qui arrivera à ce moment-là. Le meilleur est possible si ce que nous avons d'abord en tête, c'est les idées, et donc la cohérence, et donc après le fait que cela devienne une réalité pratique, et deuxièmement, l'esprit d'équipe. C'est un collectif qui portera ce qu'il y a à porter. Et ce collectif pourra être porté évidemment par un candidat, par des appareils partisans, ça s'appelle la démocratie, mais tout ceci devra venir de loin par des travaux comme ceux que nous menons ici, dans l'esprit que nous avons illustré ici et qui, je crois, a été apprécié par tous. Nous y arriverons donc par le travail et par l'esprit d'équipe. Nous y arrivons en étant républicains intégralement. Nous y arrivons en aimant la France intégralement. Vive la République et vive la France. Bien, après ce très beau et très important discours de Jean-Michel Blanquer, je veux vous préciser que notre université d'été n'est pas